Présent dans le pays depuis 1972 pour l'exploitation de l'uranium, la société française Orano, anciennement Areva, qui s'est vue retirer le permis d'exploitation du gisement d'Imouraren en juin dernier, vient de perdre ses parts dans la société sommaire au sein duquel le groupe français avait 63,4% contre 36,6%, revenant donc à l'État nigérien. Si la multinationale française dénonce la démarche des autorités qui, selon l'entreprise française, aurait refusé d'appliquer les résolutions du conseil d'administration de l'entreprise tenue le 12 novembre dernier à Niamey. L'on dénonce officieusement une collaboration infructueuse de longue date qui a paralysé plusieurs villages du fait de l'absence des mesures de sécurité environnementale avec des populations exposées depuis des années aux éléments radioactifs dont les conséquences sont visibles au sein des populations riveraines. Bien plus, des soupçons de surexploitation pèsent contre la multinationale qui est reprochée sous cap de ne pas déclarer officiellement ce qui est exploité, alors que la World Nuclear Association annonce dans son rapport que 156 000 tonnes d'uranium ont été officiellement exploitées depuis 1972. Orano affirme pour sa part avoir exploité uniquement 75 000 tonnes. Une guerre des chiffres qui n'arrangerait plus les nouvelles autorités qui veulent affirmer davantage leur souveraineté économique et qui passe d'ailleurs par la maîtrise de tout le système de production de ce gisement qui fait l'objet de plusieurs convoitises à travers le monde. Pourquoi le Niger met donc un terme à l'exploitation de son uranium par la multinationale Orano, anciennement Areva? On fait le point, mais surtout toute la lumière dans un instant avec nos invités installés. Et voilà, merci de nous retrouver au cœur de cette édition face à l'actualité qui s'ouvre à l'instant avec des invités qui sont avec nous en multiplex. Sylvain Debogou, vous êtes à nos côtés. Bienvenue à vous, bonsoir. Bonsoir Fabrice, bonsoir toute l'Afrique, bonsoir en tout cas votre média qui nous permet de nous exprimer et informer selon nos capacités toute l'Afrique pour l'éveil de notre conscience commune qui va conduire vers notre liberté véritable. Merci pour l'invitation une fois de plus. Allez, nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés ce soir. Vous êtes analyste politique. Loum Samba, merci d'être à nos côtés. Vous êtes secrétaire général du mouvement Y en a marre du côté du Sénégal. Merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir. Loum Samba, bonsoir. Activez votre micro, je vous en prie. Allez-y. Bonsoir Fabrice et bonsoir les téléspectateurs d'Afrique Média et l'ensemble des internautes qui nous suivent à travers cette chaîne panafricaine. Et bonsoir à mes co-panélistes. Merci. Inas Adama, vous êtes également à nos côtés. Inas, bonsoir. Inas Adama, bonsoir. Oui. Bonsoir Fabrice, bonsoir Africa Media, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Permettez-moi de remercier également nos FDS et nos présidents visionnaires qui nous permettent vraiment d'être en quiétude au Burkina ici et de rêver à un Burkina meilleur et à un AES beaucoup plus prometteur. Merci. Allez, merci infiniment. Vous également membre de l'ONG Planète Jeune Panafricaniste du côté du Burkina Faso, dirigé d'ailleurs par Nestor Podassé. Donc vous assurez la partie communication alors médias. Merci à vous très cher monsieur. Je rappelle qu'on sera rejoint dans un court instant par Ibrahim Naïmawa. Il est activiste panafricaniste du côté du Niger. Il nous retrouvera dans un instant. Mais tout d'abord, Sylvain Debogou, rentrons de plein pied avec cette réflexion qui nous intéresse ce soir pour poser davantage la réflexion pour tenter de comprendre aujourd'hui la démarche entreprise par le gouvernement nigérien qui a tout d'abord commencé à s'offusquer d'un certain nombre de dysfonctionnements observés au sein de l'entreprise Orano. Et en juin dernier, on s'est véritablement rendu compte que l'État avait décidé
eh bien, de lui retirer certains permis d'exploitation parce que l'entreprise, eh bien, ne donnait pas toutes les garanties possibles en ce qui concerne notamment le respect des normes environnementales, des témoignages, des récits recoupés ça et là nous font d'ailleurs état de ce que les 3 zones d'exploitation de ce gisement assez stratégique sont aujourd'hui des zones, on dira, à haut risque, au regard davantage du niveau de contamination des éléments radioactifs qui sont assez observables dans la population au niveau animal et même végétal. Est-ce que de votre point de vue, Sylvain Debogou, les conditions étaient réunies aujourd'hui pour l'État nigérien de prendre cette décision qui est quand même saluée par l'ensemble de la société civile locale et même politique et présentée comme un acte de souveraineté? Pour nous, lorsqu'on parle de conditions réunies, ce sont les désastres que Orano a causés depuis que la France est présente là-bas, depuis qu'ils ont commencé à exploiter l'uranium du Niger. Et donc pour nous, les conditions sont réunies pour qu'on arrache vraiment tout le permis d'exploitation, en tout cas sans réserve, à des gens, à une compagnie française, même à la France. À la France, on sait bien que la France l'État français détient au moins 90% des bénéfices des parts dans cette compagnie Orano. Et donc, lorsqu'on arrache le permis d'exploitation, nous ne pouvons qu'applaudir et encourager les autorités nigériennes qui prennent leurs responsabilités devant l'histoire de l'Afrique qui est en train de se dessiner à petits pas, mais très sûrement. Parce que ces gens ne respectent pas, je peux parler des Français et surtout d'Orano, ne respectent pas les moindres règles. En Europe et chez eux surtout, ne serait-ce que pour abattre un arbre qui perd ses feuilles, c'est-à-dire un arbre qui est en train de mourir, je dirais, naturellement, il faut obtenir la permission de la mairie de la localité où cet arbre-là est situé. Mais lorsque ces compagnies arrivent en Afrique, c'est l'exploitation comme si c'était dans un sans-loi, un no man's land où on exploite tout sans penser aux populations. Et tout ce qu'on emploie, le peu de personnes qu'on emploie dans ces compagnies ne sont même pas suivies médicalement. Et donc, nous sommes exposés à tous les dangers du monde. Et vous savez, quand on parle aujourd'hui de tous ces explosions en Europe, lorsque, par exemple, un site de pétrole, il y a explosion, mais il faut imaginer le nombre ou bien voilà, la quantité de précautions que ces gens-là prennent pour vraiment sceller le coin, pour le contrôler, pour diminuer les dangers. Mais lorsqu'il s'agit de l'Afrique, on creuse tout, et surtout dans le cas du Niger, on creuse, on laisse les trous, en tout cas ouverts du moins, et il n'y a pas de garantie. Tout ce qui entoure la situation, le sol lui-même devient très très dangereux pour les cultivateurs, la faune meurt, et donc carrément l'Afrique est en train de mourir avec l'exploitation exercée par Orano au Niger. Donc pour nous, les conditions pour leur arracher le permis, pour nous cela a vraiment duré. Les précédents gouvernements, nous les accusons, ont été complices dans cette exploitation, je dirais, désastreuse, dans cette exploitation qui aujourd'hui handicape cette partie du pays où rien n'a été vraiment mis comme une garantie pour que l'exploitation soit faite de façon normale comme ils le font chez eux. Mais quand on arrive en Afrique, c'est carrément, je dirais, ce que l'on veut. On fait comme si ce sont des animaux qui habitent là et donc leur vie n'intéresse personne. En plus, les fonctionnaires ou bien les quelques employés africains qui sont pris dans ces compagnies sont payés je dirais, peut-être au 10e ou bien même au 20e % par rapport aux autres, aux Français qui sont entre griffes les cadres, qui réellement ne font pas le travail. Ce sont les Noirs, les Africains qu'on jette dans le feu de ces travaux très dangereux et
qui ne sont pas pris en compte. Lorsque eux, ils sont là, ils ont des médecins spéciaux qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis pour les suivre. Lorsqu'il s'agit des Africains, ce sont je dirais des sages-femmes, des personnes qui ne sont pas réellement spécialisées. Et c'est vraiment honteux que la France se plaigne, ou bien Orano même se plaigne, parce que depuis des années, depuis 1972, cette compagnie, Areva, qui est devenue Orano, a exploité aveuglement, vraiment très aveuglement, cette partie de l'Afrique. Et il faut souligner quelque chose dans cette exploitation. C'est que lorsque les compagnies occidentales, et surtout françaises aujourd'hui dans ce cas, arrivent en Afrique, à un moment donné, elles changent de nom pour ne pas payer les taxes, pour éviter tout ce qu'il y a comme charge à payer. Et donc, on fait quelques mois ou bien quelques années, 20 ans, 30 ans, et après, on change de nom, on parle de banqueroute, on invente vraiment une solution une solution bête, et on impose ça aux Africains. Et en même temps, ce sont toujours les mêmes employés, les mêmes, je dirais, les mêmes dirigeants de ces compagnies qui viennent avec un nouveau nom et l'exploitation continue. C'est à cela, les Africains également, nous devons vraiment ouvrir les yeux. Alors pour nous, si la France ou bien Orano parle des décisions de leur conseil d'administration, j'ai dit que cela a très duré parce qu'on ne demande pas, le Niger ne devait pas demander à un assassin comme Orano, à des voleurs comme la France, de venir s'asseoir et discuter. En même temps que la révolution vient, pour nous, on devait leur arracher tout, on devait les mettre dans un cargo et qu'ils rentrent en France. À nous d'apprendre comment gérer ce qu'ils laissent derrière. Et ils s'en vont, nous sommes contents. Les Africains, les Nigériens en particulier, vont apprendre comment gérer cette situation et l'exploitation va bénéficier au Niger du moins. Merci. J'ai d'analyse Sylvain de Bogoloum. Samba, je vous retrouve donc et on tente d'explorer davantage en profondeur les raisons qui ont donc finalement prévalu pour que le gouvernement nigérien décide donc de se débarrasser de cet actionnariat qui est donc venu d'Orano, qui est détenu, faut-il le rappeler, par 90% clairement par l'État français, disons-le prosaïquement, et donc on avait là un rapport d'État à État, mais on va y revenir dans le fond pour tenter d'apprécier la position, alors la communication d'Orano qui convoque, en tout cas sont les résolutions prises dans ce conseil d'administration de novembre dernier, même si faille le dire, l'autre partie n'avait véritablement pas pris part à cette réunion de ce conseil d'administration et donc on ne sait en quoi le Niger pouvait donc être plus ou moins tenu par les résolutions qui ont été prises par ce conseil d'administration. Mais de votre point de vue, c'est une situation, c'est une réalité que nous avons suivi, une actualité que nous avons suivie de bout en bout depuis plusieurs années, et bien la question de l'exploitation de l'uranium du Niger, alors que la sonnette d'alarme avait même été tirée par le passé par ces mêmes médias mainstream qui dénonçaient à l'époque l'exploitation, l'exploration et même l'exploitation archaïque et même traditionnelle dans des conditions assez inhumaine de ces gisements stratégiques de la part d'Orano, tirant effectivement tirant ces sonnettes d'alarme pour tenter d'amener ces derniers à prendre les précautions qui s'y est pour permettre effectivement que ces trois zones, que ce soit celle d'Imouraren, d'Arlit et même de Cominac, de ne pas subir aujourd'hui ce que eh bien, nous observons, c'est-à-dire une forte présence des éléments radioactifs qui rendent quasiment la vie impossible aujourd'hui, obligeant les populations à se déplacer pour essayer de trouver des meilleures conditions de vie ailleurs. Est-ce que tout était réuni de votre point de vue, Loum Samba, pour décider aujourd'hui de renoncer à cet actionnariat d'Orano dans le cadre de l'exploitation de l'uranium au Niger? Activez votre micro, Loum Samba. Merci Fabrice pour cette question. Je pense que c'est très important que parfois qu'on pose la souveraineté autrement. La souveraineté n'est pas tout simplement politique. C'est pas l'histoire des alternances, des mandats et autres choses.
mais la souveraineté économique est d'une importance capitale et on doit en discuter. Je me réjouis de la décision de tout pays africain, que ce soit le Tchad, que ce soit le Cameroun ou ailleurs, des gens qui pensent que pour qu'un pays puisse se développer, il faudra que le pays lui-même contrôle ses économies. Et c'est dans ce même sillage. Et pour l'histoire aussi, il faut qu'on se rappelle un peu que les raisons pour lesquelles quelqu'un comme Lumumba a été tué au niveau du Congo, ce n'était pas tout simplement des raisons politiques. C'est parce qu'il en était très conscient du fait que comment les Belges avaient occupé ou bien accaparé de l'économie des matières premières, en tout cas au niveau de Lubumbashi, qui est la deuxième pays la plus importante en termes de population au niveau de la RDC, et que l'uranium de Lubumbashi lui a valu la mort, parce qu'il faudrait aussi qu'on rappelle que la souveraineté que ces gens-là revendiquaient ne dépendait pas tout simplement de la souveraineté politique. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si cette même France ou bien ces mêmes pays occidentaux continuent à s'installer dans nos pays respectifs, eh bien, quelle que soit notre souveraineté politique, s'ils tiennent l'économie entre leurs mains, ça va toujours continuer comme ça, et que ceux qui vont les opposer également, ils vont encourir des risques. C'est là où j'interpelle la responsabilité de tous les citoyens, pour toute élite au pouvoir africain qui se bat pour la souveraineté économique de son pays, et que les gens s'organisent et le protègent. Pour moi, c'est une très bonne chose qu'on pense à reprendre, à prendre en main nos économies. Et que les entreprises minières qui sont au niveau du Tchad et qui sont là depuis combien d'années, on a parlé de 1972, ou même bien avant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de réalisation? On a dit que les populations étaient impactées, donc sur le plan environnemental. Qu'est-ce que les citoyens subissent? Vous vous installez dans un pays ou bien dans un village où vous faites un chiffre d'affaires des centaines de milliards, voire même des milliers par an, alors que dans ce même village, dans ce même territoire, il n'y a même pas d'école, il n'y a même pas d'hôpitaux, le taux de chômage est extrêmement élevé. C'est des questions qu'on doit se poser. Au-delà de la France, on vous parlait de la Chine. Au niveau au Sénégal, dans mon village, il y a les Chinois qui se sont installés depuis 2008, un village qui s'appelle Sangil. Il n'y a jamais eu d'inondation depuis sa création en 1900, et que les Chinois, ils sont venus installer là-bas. Et les discussions avant même l'installation de l'entreprise, ils avaient parlé de des responsabilités qu'ils devraient assumer en termes de protection de l'environnement, de l'employabilité des jeunes, etc., etc. Mais ça n'a pas été vrai. Donc de 1900 à nos jours, depuis l'arrivée des Chinois, le village a connu des inondations pour la première fois. Et en termes d'assistance même de l'État, on le voit pas. Ils sont en train de polluer notre atmosphère, perturber la stabilité ou bien la vie normale de nos concitoyens dans nos pays. Au Sénégal, il y a l'or de Sabadola. Je ne suis pas sûr que le nombre de tonnes déclarées par an par cette France qui l'exploite depuis des années, je ne suis pas sûr que c'est le même nombre que qu'il exploite. C'est la même chose au niveau du Tchad. Comment cette entreprise peut-il déclarer d'avoir exploité la moitié du chiffre réel que le gouvernement s'en est rendu compte? Et pourquoi aussi nos élites? Comment une entreprise peut s'installer dans ton pays, exploiter l'uranium, exploiter les populations, les souper, les esclavagiser et tout, et que vous n'êtes pas au courant de ça, et que tu te bases à partir d'un rapport que l'entreprise t'a donné, ou bien toi-même tu fais quelques efforts pour savoir la vérité de ces choses. Maintenant, tous ces villages-là qui ont été perturbés, tous ces villages-là qui ont été pollués, où l'environnement a été mais vraiment agressé, les villages ont-ils la possibilité de rester sur place? Et nous sommes des Africains, nous savons tous la relation que nous avons avec notre environnement, la relation que nous avons avec nos villages, avec nos pratiques culturelles et culturelles et tout, et notre perception de l'économie, notre perception
de la richesse et du développement n'est pas une perception occidentale qui pense que forcément il faudra polluer, il faudra exploiter, il faudra installer des usines, etc., etc. Donc il faudra aussi quelque part qu'on pense aux réalités africaines et de leur perception par rapport aux notions de développement même définies par l'Occident qui a sa propre définition de développement. Donc ça aussi, il faudra qu'on pense à ça. Maintenant, la réaction du Tchad, c'est aussi une réaction qui a suivi les revendications que vous avez toujours faites au niveau de vos plateaux. Il a suivi. C'est des revendications qui ont suivi. Pas du Tchad, du Niger, je vous en prie. Vous êtes un tout petit peu... Ah oui, le Niger, excusez-moi. Je pense que la décision de l'élite nigérienne a pensé à la souveraineté économique de son pays. Et nous savons tous qu'on ne peut pas parler de souveraineté économique sans parler de la présence des entreprises françaises au niveau de l'Afrique. Ce n'est pas tout simplement la présence militaire, ça aussi c'est un sujet, mais la présence des entreprises françaises qui exploitent nos ressources naturelles. J'aime bien donner l'exemple par exemple des pays de l'Afrique de l'Est qui font une production énorme en termes de ressources naturelles, 7,5 milliards de ressources naturelles exploitées par an, et en retour, on ne sait pas quel est l'impact que cela fait au niveau du vécu des citoyens. Ça aussi, c'est un problème à poser, et c'est une bonne chose que le Niger pose ce débat et assume son leadership et son courage pour aller très fort. Si un entrepreneur nigérien était en France pour installer son entreprise, faire un chiffre d'affaires énorme, je ne suis pas sûr que les Français l'accepteraient. Pourquoi est-ce que le Niger doit négocier avec la France qui a menti sur les chiffres qu'il a donnés, l'entreprise française qui a menti sur les chiffres qu'elle a donnés? Je pense qu'il n'y a même pas de négociation à faire dans ça. Et l'entreprise a menti et qu'elle assume toutes ses responsabilités. Les ressources naturelles appartiennent au peuple nigérien, donc c'est à l'État de prendre toutes ses responsabilités. L'expertise nigérienne des populations ont suffisamment de bagages intellectuels pour pouvoir gérer ces ressources. Les ressources humaines nigériennes, ils peuvent gérer ces ressources, et pour moi il faut aller vers ça. Je n'ai pas de problème quand un État africain pense pouvoir nationaliser des sociétés occidentales qui s'installent dans son pays depuis des décennies. Et en termes d'apport, ils n'ont absolument rien fait. Je n'ai pas de problème sur ça. Allez jusqu'où, parce que la souveraineté, elle n'est pas seulement politique, mais elle est aussi économique. Effectivement, puisque en tout cas de ce que nous savons, il n'y a pas eu un véritable développement des structures de base visibles et observées dans ces trois localités qui permettent effectivement à la population de pouvoir s'épanouir. Alors Idas Podassé, je vous retrouve et dans la démarche notamment de Dorano Anacom, dans son communiqué que la multinationale s'offusque d'une démarche qui pour sa part dans sa communication semble ne pas être légitime de la part du gouvernement nigérien de prendre une telle décision. Ce d'autant plus que, Orano dit être actionnaire majoritaire. Mais au nom de quoi, le gouvernement nigérien ne peut-il pas prendre une décision qui va donc en droite ligne avec notamment les déshydratats de la population, la volonté de la population pour véritablement capitaliser autour d'une richesse nationale? Est-ce que le Niger n'est pas dans son droit, Inas Adama, de prendre une décision aussi souveraine comme celle-là lorsqu'elle sent véritablement que ses intérêts sont clairement menacés dans une collaboration avec une multinationale comme celle-là? Merci Fabrice pour la question. Alors, il faut noter que nous, Africains, nous sommes laissés berner par les textes, la vision que les Occidentaux nous ont imposée. Des soucis de liaison avec
Bon. Allez. Alors, Adama, je vous en prie, on va momentanément interrompre la liaison avec vous en attendant peut-être que vous puissiez mieux ajuster votre position pour une meilleure, pour la fluidité de la liaison avec vous. Et la question, on va la retourner donc à l'autre panéliste, Sylvain de Bougou. Est-ce que le fait d'être actionnaire majoritaire dans un projet comme celui-là, eh bien, est-ce que cela vous exempte d'un certain nombre de responsabilités, c'est-à-dire le respect davantage du cahier de charges qui vous est donné? Et nul doute que dans un projet comme celui-là, la mise en place des structures de base c'est le préalable, mais surtout le respect des normes environnementales pour ce qui est, en tout cas, de l'exploitation d'un gisement hautement stratégique, mais qui peut aussi avoir des revers lorsque son exploitation n'est pas suffisamment pensée. Est-ce que l'État n'est pas dans son rôle de dire aujourd'hui que vous êtes certes actionnaire majoritaire, mais j'ai mon uranium, j'apporte un certain nombre d'accompagnements à hauteur de 34%, vous êtes exonéré d'un certain nombre de taxes fiscales et donc vous avez la possibilité de faire un véritable chiffre d'affaires, ça dure depuis plusieurs années. En quoi est-ce que la démarche nigérienne poserait problème aujourd'hui à Orano? Sylvain, la parole est à vous, Sylvain. Alors, donc... Ah, ok, on m'a retiré la parole. C'était Adama, si la liaison est meilleure avec vous, je crois qu'on va rester avec vous parce que la question était davantage avec vous. Est-ce que la liaison est meilleure avec Adama? Si c'est le cas, on va le retrouver pour cette préoccupation. Oui. D'accord. Alors, donc je disais que chez nous en Afrique ici, ce qui nous a toujours mis en arrière est que nous avions toujours cru, Africains étant hospitaliers, avaient cru que le partenaire en face était aussi sincère que nous le sommes. Et donc tous les papiers qu'ils ont proposés, les lois, les contrats qu'ils ont proposés, que les États ont paraffés, nous avons cru à la bonne volonté de ces gens-là qui venaient quand même, nous Africains liés à notre sol, liés à notre environnement, avaient cru que les conditions qu'on allait poser pour leur permettre d'exploiter notre environnement allaient être exécutées de telle sorte que les dégâts puissent être réparés autrement. Mais malheureusement, nous avons eu en face de nous des personnes, des jaloux compétiteurs qui ne cherchent qu'à exploiter nos ressources minières et non tenir compte de nos populations, de nos habitants, qui d'ailleurs vont se séparer de leur environnement, de leur biotope pour quand même permettre à ces personnes-là, en contrepartie, d'avoir une vie meilleure. Et malheureusement, nous constatons que ces personnes-là préfèrent plutôt, moi je dirais, c'est fait à dessein, polluer cet espace pour permettre au déguerpissement de ces populations afin d'avoir un large espace d'exploitation et sans rendre compte. Et ça, c'est un premier point. Secondo, il faut noter que l'occidental n'a jamais considéré l'Africain comme son égal. Et donc, toujours et d'ailleurs à tout moment, ils mettent en avant les textes pour nous montrer notre infériorité parce que nous avons accepté de leur offrir les lieux en contrepartie et donc nous ne sommes pas à mesure de passer outre les textes qu'ils nous imposent tout en sachant qu'ils ont mis tous les contours possibles pour mettre tous les avantages à leur niveau. Mais ce qu'ils oublient est que l'espace nous appartenant et le territoire nous appartenant, certes, ils sont actionnaires majoritaires, mais ils sont sur notre territoire. Nous sommes capables de mettre fin au contrat à tout moment, quitte à ce qu'on paye les contreparties. Et au-delà de cela, il faut noter que les entreprises françaises n'ont jamais été sincères, n'ont jamais été honnêtes et n'ont jamais donné les vraies valeurs. Souvenez-vous, même ne serait-ce que les déchets où il y a toujours peut-être les restes de minerais, ces entreprises-là, soit disant que nous n'avons pas des experts ou nous n'avons pas le matériel adéquat pour les traiter ou les raffiner, ils les amenaient toujours à l'extérieur. Dieu seul sait quelle est la quantité de minerais qu'ils envoient là-bas et qu'ils exploitent. Au-delà de cela, il faut noter que nous n'avions pas d'experts, en tout cas, qui arrivaient à vérifier l'effectivité des quantités qu'ils nous donnaient. C'est à eux d'aller chez eux en Europe et de nous dire nous avons exploité telle quantité de minerais dans votre sous-sol.
Et ce qui va nous ouvrir les yeux, c'est plutôt les rapports internationaux qui vont sortir par rapport aux quantités d'uranium ou aux quantités d'or qui ont été exploitées dans tel ou tel pays. C'est en ce moment où on se rend compte que notre partenaire n'avait pas du tout communiqué les vraies valeurs d'exploitation. Et donc, sur toutes ces bases-là, collaborant avec quelqu'un qui n'est pas sincère, nous avons tout le droit de retirer notre territoire. Et il faut noter qu'actuellement, moi je félicite les autorités nigériennes parce que nous sommes dans la dynamique de la lutte pour la souveraineté, surtout les États de l'AES. On va beaucoup m'excuser, j'aime beaucoup prendre l'exemple sur le Burkina Faso. Avec les programmes d'ajustement structurel, tout a été privatisé, ce qui a permis aux entreprises françaises de s'implanter économiquement dans nos États. Et donc, nationaliser ces entreprises-là revient à affirmer sa souveraineté économique. Donc, la lutte de souveraineté, comme le camarade Loum l'a dit, touche beaucoup de volets, le volet militaire, le volet économique, le volet culturel, et j'en passe. Et donc, pour avoir même toute la souveraineté sous son contrôle, certes, le volet militaire doit être maîtrisé, mais le volet économique est d'autant plus important que le volet militaire. Et donc, c'est le lieu de prendre en main et garder la mise sur nos entreprises, surtout extractives de ressources minières, pour quand même pouvoir affirmer sa vraie souveraineté et aller dans le sens des besoins du peuple. Et il faut noter, avant que le coup d'État n'arrive, les peuples ont toujours dénoncé les exploitations, les pollutions de l'environnement à leur égard, le mauvais traitement de ces entreprises à leur égard, mais malheureusement, comme en son temps, ces dirigeants avaient voulu accepter plutôt les miettes que d'accepter aller dans le sens du peuple, n'avaient pas levé les petits doigts. Et aujourd'hui, avec l'événement du général Tiani, il faut noter que c'est plutôt au service du peuple que lui et son équipe sont en train de s'affairer. Naturellement, ils vont chercher quand même à apaiser ces peuples qui ont été meurtris depuis longtemps. Et donc, étant souverain, naturellement, on peut signer, même si ce n'est pas décret présidentiel, les défaire de la possession de l'exploitation de ces mines-là. Et d'ailleurs, il faut noter qu'aujourd'hui, nous avons assez d'experts, assez d'éléments qui sont diplômés et qui peuvent aussi s'affirmer souverainement dans l'exploitation de l'uranium au Niger. Et donc, c'est une décision à saluer et que le peuple également salue à sa juste valeur. Alors, Sylvain de Boubou, il y a un élément sur lequel Ina Sadaba a essayé d'y revenir, c'est est-ce que dans le contexte actuel, il est possible, il est même envisageable, il est même imaginable de penser aujourd'hui qu'Orano puisse rester en justice pour tenter véritablement d'obtenir gain de cause dans la démarche nigérienne. Nous savons effectivement que ces contrats sont parfois noués de telle enseigne que, eh bien, c'est la partie française qui puisse effectivement trancher dans l'hypothèse effectivement dans l'éventualité d'un conflit qui pourrait surgir entre l'État et ces multinationales occidentales sur le territoire, sur le continent africain. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus d'une raison aujourd'hui qui puisse permettre aujourd'hui à l'État de pouvoir parler avec assez d'autorité? On a convoqué les rapports un précédent rapport qui montrait effectivement officiellement qu'il y avait un véritable fossé entre ce que déclarait Orano en termes d'exploitation du gisement d'uranium et ce qui était officiellement produit. On ne va pas revenir sur bien de confidences qui ont été faites ça et là par des travailleurs africains au sein de la mine, par exemple d'Arlit, où des récits nous font état de ce que, tous les dimanches, il y avait des avions cargo qui venaient charger de l'uranium et rentraient directement en France sans que cela ne soit officiellement déclaré. Est-ce que ce n'est pas suffisamment grave aujourd'hui pour l'État nigérien, pour que l'État nigérien, au-delà de dénoncer cet accord qui le lie avec la structure, qu'elle puisse même engager des poursuites judiciaires contre Orano pour réparation d'abord, pour ce qui est de l'aspect environnemental, mais également pour filouterie et même pour vol et pillage de ses ressources? L'État nigérien est en bonne position pour vraiment entreprendre des poursuites judiciaires. Il y a ce qu'on appelle dans toute entreprise aujourd'hui, partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, où la compagnie qui s'implante chez toi doit prendre en compte tout ce qui
affecte l'environnement. Sinon, pourquoi on va à ces grands sommets où on va tenir des réunions pour protéger l'environnement, pour parler de l'environnement. C'est pour cela que toutes ces compagnies ont aujourd'hui l'obligation de respecter cela, de prendre en compte cela, et non seulement l'environnement, mais toutes personnes, tous les animaux, la faune, tout le monde doit être pris en compte par, en tout cas, toute compagnie qui vient dans ce genre d'affaires, de business, j'allais dire. Alors ici, d'abord, sur le plan de l'exploitation, c'est-à-dire la quantité même de l'uranium qui sort du Niger chaque année, chaque mois, chaque jour. Le Niger n'est pas le seul cas. On a beaucoup, partout en Afrique, c'est la même façon, c'est la même exploitation, je dirais, de bandits, c'est la même exploitation sauvage que la France et ses alliés exercent sur l'Afrique. Et donc, ils ne rendent pas compte, ces pays-là de l'Occident, ne rendent pas compte au gouvernement qui, je le répète, beaucoup de nos gouvernants sont des corrompus jusqu'aux dents. Et donc, ils ferment les yeux et les oreilles là-dessus. Et lorsque il y a quelques voix qui s'élèvent pour dénoncer ce qui se passe, ces derniers sont arrêtés, sont en tout cas muselés. C'est ce qui se passe. Donc, il faut que nos responsables, nos dirigeants soient assez responsables. Maintenant, lorsqu'on prend le Niger, je pense que le Orano devait être la compagnie même qui vient demander, qui vient s'excuser, qui vient faire des réparations au niveau du Niger. Si Orano tente une poursuite, je pense que le Niger va gagner cette poursuite judiciaire et Orano va dédommager l'État nigérien qui, ma foi, a beaucoup aujourd'hui à soigner, à réparer des populations qui se déplacent, des hommes qui n'ont plus de terre. Comme on le dit, nous sommes attachés à nos terres et on ne se lève pas d'une région à une autre en Afrique pour aller dire donnez-moi de la terre ou bien cette terre m'appartient ou bien on met de la terre à votre disposition. Ces populations où l'exploitation s'est effectuée, ces populations qui ont été dépossédées de leurs terres, qui ont été même pourchassées pour qu'elles quittent leurs terres, aujourd'hui sont devenues des populations de nomades qui cherchent à manger à peine, qui, ma foi, selon des rapports, qui ne touchent même pas, qui ne mangent pas plus d'$1,90 par jour. C'est triste. L'Afrique est non seulement exploitée, elle est affamée, elle est assassinée. C'est horrible lorsqu'on regarde les images de ces zones-là. Donc, pour nous, c'est l'État nigérien et nous savons qu'ils sont capables de prendre cette disposition pour une poursuite judiciaire. Mais malheureusement, est-ce que ces poursuites vont aboutir? Je ne suis pas pessimiste, mais comme on a vu au niveau du Mali et des autres États qui ont posé des plaintes au niveau même de l'ONU, qui est censé, du Conseil de sécurité, qui est censé s'occuper des dossiers de tout le monde à part égale, vous avez vu contre la France, ce dossier est devenu une lettre morte dans leur casier. C'est pour cela que nous nous interrogeons. Voilà. Et donc, pour nous, il faut que les autorités nigériennes, si, malgré une poursuite judiciaire, elles ne peuvent pas obtenir la cause, mais il faut la poser parce que ça rentre dans les annales de l'histoire. Ça rentre. Plus tard, on peut les poursuivre à tout moment. Parce que la politique, la géopolitique, ce sont des plaques tectoniques qui se déplacent à tout moment. Sait-on jamais, on peut toujours les poursuivre. Donc, il faut dès maintenant préparer ce document et poursuivre Orano, et j'allais dire la France, à travers Orano. Ce n'est pas Orano qui peut nous poursuivre, ce n'est pas Orano qui va poursuivre le Niger, c'est au contraire le Niger qui a à son bénéfice beaucoup de dossiers, beaucoup d'arguments pour gagner toute
procès dans cette situation. Et je dis que les nouvelles autorités nigériennes sont même très, très, très dociles. Et sinon, ils auraient nationalisé sur place, dès la prise de leur pouvoir, nationaliser tout ce que Orano faisait et là-bas et mettre la main sur toute la machine, en tout cas, toute l'armada qui faisait l'exploitation dans cette zone et tisser d'autres relations avec d'autres pays pour l'exploitation de cette zone-là. Merci à vous. Alors, Adama, je retrouve également avec cette même réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état actuel, rompre, effectivement, alors décider de retirer l'exploitation, tous les permis d'exploitation d'Orano du côté du Niger, est-ce qu'il faudrait parler bien au-delà quand on sait effectivement qu'il y a beaucoup de préjudices qui ont été causés, que ce soit sur le plan financier, environnemental, le cahier des charges qui n'a pas été véritablement... Oui, nous vous recevons à Adama. Alors nous disons, est-ce que dans le fond, s'arrêter, retirer juste ces permis d'exploitation à Orano, est-ce que cela va au mieux profiter au Niger? Est-ce qu'il faille parler un peu plus loin au regard du préjudice causé notamment dans ses rapports avec Orano et peut-être tenter notamment des actions judiciaires pour véritablement exposer davantage la filouterie dont le pays a été l'objet durant ces années entre guillemets de coopération, alors de collaboration avec la multinationale Orano? Alors, je disais... Est-ce que nous entend Adama? On peut aller? Oui, allez-y, nous vous écoutons parfaitement, Adama. Est-ce qu'il nous entend? Inès Adama, est-ce que vous nous recevez parfaitement? Alors, peut-être on va retrouver Loum Samba avec cette même préoccupation. Loum Samba, est-ce qu'il faille parler un peu? Oui, je vous reçois. D'accord. Allez-y, je vous en prie. Ok, je disais que au-delà de nationaliser l'entreprise Orano, moi je pense que le Niger doit déposer plainte pour abus de confiance. Vous avez vu, au Mali, ça a été la même chose pour... une société minière également, où le président était obligé de verser quand même des réparations à l'État malien. Et je crois que les trois États de l'AES, que ce soit le Burkina, le Mali et le Niger, ils doivent penser à cela et voir dans quelle mesure toutes ces années d'exploitation, de vol organisé doit être réparées. Au Burkina ici, je pense que nous avons eu à tenter une affaire pareille où des sociétés minières qui travaillaient au Burkina refusaient d'accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Et naturellement, nous avons retiré nos mines, nous avons retiré le matériel et nous avons constaté que ces éléments exploitaient l'or en absence de tout contrôle de l'État et ne déclaraient pas parce qu'ils avaient déclaré qu'à cause de leur sécurité et ils allaient quitter le site. Malheureusement, ils étaient toujours là en train d'exploiter. Donc, leur matériel a été confisqué, la mine a été retirée et a été nationalisée et d'autres ont été attribués à d'autres sociétés minières qui nous ont permis aujourd'hui de dépasser les 13 tonnes de stock d'or. Et donc, de la même manière, je pense que le Niger, au-delà de nationaliser la société Orano, doit déposer plainte contre l'administration de la société Orano, surtout la partie française, pour abus de confiance, pour avoir délaissé le peuple à qui ils avaient promis des actions sur le plan social, déposer plainte contre eux pour la dégradation, la pollution de l'environnement, pour ne pas avoir respecté les limites environnementales qui prévalent dans l'exploitation d'un espace. Ils doivent aussi essayer de revendiquer tout ce surplus d'uranium qui a été exploité et apporté en Occident sans déclaration. Mais nous n'allons même pas aborder le fait qu'ils payaient l'uranium au Niger à bas prix, pendant qu'au Canada ou
ailleurs, ils payaient ça à un prix assez élevé. Nous n'allons pas signaler les cas qu'ils vendaient l'uranium sous d'autres devises et nous fabriquaient des faux papiers qu'on appelle le franc CFA qui nous envoyaient et qu'ils prélevaient leurs taxes. Nous n'allons pas signaler les cas qui avec, comment on appelle ça, l'accord au niveau des taxes où les entreprises françaises ne payaient pas les taxes au Niger mais plutôt en France. Nous n'allons pas tenir compte de tout ça, mais nous allons nous focaliser plutôt sur l'abus de confiance, la non-exécution de ces réparations qu'on devait faire, de ces, comment on appelle ça, de ces dédommagements qu'on devait faire aux populations environnantes. Et donc, naturellement, le Niger devait aller au-delà de la nationalisation de cette société-là, mais plutôt de porter plainte également avec les dossiers qui sont en leur possession, de porter plainte pour des réparations de pollution et d'abus de confiance. À mon niveau, je pense que c'est ce que les autorités nigériennes doivent faire, ou alors ils ont leur stratégie à leur niveau et attendre au bon moment pour frapper là où il faut. Allez, merci à vous. Alors, la préoccupation également à Loum Samba sur cette même question. Est-ce que le temps n'est-il pas donné aujourd'hui pour tenter, à côté donc de cette, on y évoquera de fond en comble lors de notre seconde dorsale, voir comment le pays peut véritablement capitaliser l'exploitation donc de ce gisement assez stratégique du côté du Niger. On le voit avec le cas du pétrole. Mais dans le fond, est-ce que tout comme vous prédisez tout à l'heure, est-ce que vous pensez que l'État nigérien doit aller un peu plus loin, c'est-à-dire véritablement dire aujourd'hui, puisqu'on le sait, il y aura un narratif qui sera très certainement, qui est en train de voir le jour, comme quoi eh bien, le Niger a retirer la filiale d'Orano entre ses mains et donc celle-ci va se présenter comme étant une véritable victime collatérale de ce qu'il considère comme étant l'arrivée des militaires qui seraient assez hostiles à la présence des entreprises françaises pour le cas précis. Est-ce qu'il ne faille pas aller un peu plus loin, Loum Samba, en établissant effectivement l'échelle des responsabilités dans cette catastrophe que nous décrivons et nous décrions notamment, qui sont visibles aujourd'hui du côté du Niger, pour véritablement mettre Orano devant ses responsabilités, documenter même derrière ses actions comme le Mali ou alors le Niger, à un moment donné, ont véritablement exposé la filouterie, alors le rôle trouble de la France du côté de ces pays-là et qui, à défaut de ne pas pouvoir se défendre, ont choisi effectivement de garder le silence. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aller jusqu'à ce niveau, Loum Samba? Activez votre micro, Loum Samba, je vous en prie. On rappelle effectivement que juste après, on pourra retrouver des contributions par rappel. Allez-y, je pense que Fabrice, quand on prend une rupture, il faut aller jusqu'au bout et à tous les niveaux. Maintenant, la responsabilité ne sera pas tout simplement située au niveau de Orano, bien que c'est une entreprise qui a commis beaucoup de dégâts, et je pense aux populations qui sont les plus impactés d'ailleurs. Maintenant, le préjudice doit être réparé, ça c'est une évidence, mais ce qu'il faut savoir est que dans chaque pays d'Afrique, s'il y a une multinationale qui veut s'installer dans quelque part pour piller, pour polluer, pour faire des dégâts, il a été accueilli par l'État, et quand je parle de l'État, je parle des différentes responsabilités qui ont été données par certaines personnes, que ce soit un ministre, que ce soit un homme d'affaires ou bien une autre personne de ce pays qui par souci d'argent ou bien d'opportunité, donc ne pense pas à l'intérêt des populations. Mais l'essentiel est de défendre lui-même ce qu'il peut gagner à travers cette entreprise. Donc il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas tout simplement Orano qu'il faudra suivre, mais toutes les personnes qui lui ont aidé, que ce soit des habitants de ce village, que ce soit le ministère concerné, que ce soit les responsables de l'État précédent, parce que aussi on ne peut pas accepter qu'une entreprise puisse installer quelque part en Afrique et que l'élite soit succédée par une autre élite et que les nouveaux arrivants au pouvoir disent qu'ils ne savent même pas combien de tonnes ou bien la quantité exacte de l'uranium ou bien en tout cas une autre matière première qui a été
qui a été exporté dans son pays, dans un territoire où les populations vivaient dans une promiscuité totale, dans la galère. Ça, c'est inadmissible. Au-delà de la nationalisation, je les encourage à aller jusqu'au bout. Et dans ce sens, il ne faut jamais oublier le lieu où l'entreprise a été installée, je veux dire les villageois, parce que les premiers impactés, c'était eux. Ce sont eux qui ont été perturbés dans le cadre de leur vie, ce sont eux qui ont subi tous les dégâts, bien sûr. Et ce qui me fait mal en Afrique est que tu vois une entreprise étrangère installée dans un pays qui, non seulement c'est une entreprise qui pollue, mais en termes de dégâts et sur le plan sanitaire, les populations sont malades. De nouvelles maladies peuvent être créées à partir des conséquences nébuleuses d'une entreprise qui a été installée, et que tu vois même que cette multinationale ne fait absolument rien dans ce sens, ni un hôpital, ni une école, ni absolument rien. Et l'entreprise aussi le fait souvent, je dis en complicité de l'État, en tout cas sous le regard de l'État qu'il a hébergé. Ça aussi c'est des choses qu'il faudra dire. Ma conviction est que quand l'État nigérien a compris qu'il doit nationaliser tout, il n'a rien à laisser, il n'a qu'à prendre tout et porter plainte ou leur faire payer les conséquences des dégâts qu'ils ont commis. Je pense qu'il y a aucun souci, il faut aller jusqu'au bout. Nyerere avait nationalisé, il a réussi. Récemment, Magufuli, il a eu un contentieux avec des institutions financières, même ou des multinationales en Tanzanie. Il l'a fait, il a réussi. Les personnes ressources africaines, elles sont là, elles sont assez bien pour faire le travail. Ces personnes ont suffisamment de bagages intellectuels pour pouvoir gérer ces entreprises-là. C'est énervant de rappeler cette histoire de 7500 milliards de tonnes au niveau de l'Afrique centrale en termes d'uranium, entre autres matières premières, et que les populations vivent dans la promiscuité. Ce qu'il faudra éviter est que ce que l'uranium du Congo avait servi comme prétexte pour les Belges d'avoir ciblé Lumumba et de l'assassiner. Il faudra qu'on se tienne debout tous pour que cela ne puisse se produire dans d'autres pays. Parce que l'Occident, quand il s'installe quelque part dans un pays, c'est pour protéger ses intérêts. Même les bases militaires qui sont au niveau de l'Afrique, quand tu écoutes les élites françaises, ils vous diront, même sur Google, ils vous diront que l'armée française est là pour protéger les intérêts de la France. Quand ils parlent d'intérêt de la France, ce n'est pas tout simplement l'intérêt politique ou bien une influence de quoi que ce soit, mais c'est l'accaparement de l'économie de ce pays. Et la preuve au Sénégal, pendant le Covid-19, les entreprises françaises, ils étaient là. Mais en termes de contribution pour soutenir les populations impactées, ils avaient choisi leur pays d'origine. Il a fallu que les citoyens sénégalais, entrepreneurs sénégalais, se mobilisent pour mobiliser de l'argent pour pouvoir prendre en charge leurs préoccupations. C'était une leçon, et une belle leçon qu'il faudra comprendre, que quand vous acceptez qu'une entreprise soit dans vos pays et puisse faire énormément d'économies qu'il va exporter dans son pays, ça s'appelle l'économie extravertie. Il n'y a aucun pays qui peut se développer à partir de ça. Même le Maroc à côté, quand une multinationale veut s'installer dans son pays, ils ne vont pas vous permettre d'avoir les 100% du capital. Vous financez les 49% et les 51%, on mobilise les nationaux, les entrepreneurs, et puis ils cotisent. Comme ça, en cas de faillite, tu pars, tu laisses l'entreprise. Je pense que c'est des décisions administratives que nos États doivent prendre, et rien ne leur empêche de prendre ces décisions. L'installation des multinationales françaises en Afrique, on ne peut pas imputer ça à la responsabilité de la France. Il faudra l'imputer d'abord à l'élite africaine qui accepte que ces fils et ces filles entrepreneurs qui travaillent, qui font énormément de sacrifices pour mettre quelque chose en place, en termes d'impôts, nos États ne leur permettent pas de travail. Je suis vraiment désolé d'être
être informé de la situation du Burkina, où certains entrepreneurs burkinabés préfèrent aller au Togo ou bien en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal parce qu'il y a une surtaxation qu'ils sont en train de subir. Oui, la souveraineté, on est d'accord sur toute la ligne.